je voulais de façon un peu spéciale remercier Monsieur Edgar Morin qui a manifesté son intérêt pour notre travail, chose qui est tout à fait légitime, puisque c'est vous, Edgar Morin, qui les premières fois c'était avec la revue Argument que j'ai commencé à étudier la complexité. Alors voilà, c'est pour vous dire qu'on est très content et honoré que vous trouvez de l'intérêt à notre séminaire. Et aussi, bon, ben voilà, on va essayer de voir ensemble comment serait possible éventuellement une petite participation de votre part, ça nous fera très plaisir. Voilà, alors c'est comme ça, c'est un peu... Je ne vais pas dire à chacun de vous que je suis très content que vous soyez là. C'était juste pour Edgar Morin, voilà. Mais je suis très content que vous soyez là, et aussi ceux qui sont par Zoom, et ceux qui vont regarder par YouTube. Bon, bref, c'est un tel contentement que c'est... Voilà. Et alors, donc, on va commencer aujourd'hui en prenant à partir de quelques questions qui nous ont été posées à la suite du dernier séminaire, non? Et alors donc, vous savez, les questions que vous nous envoyez sur le site du collectif, ou, bon, soit autrement par mail, nous on prend toujours compte de toutes les questions. En général, on les incorpore au cours de la soirée du séminaire. Et parfois, comme c'était le cas de Jérôme à plusieurs reprises, on prend des questions. Quoi? Maintenant c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Le niveau du ton son avait baissé. Est-ce qu'il faut que je recommence tout? Non, ça va aller. Non, je pense pas. D'accord. Bon. Et pour une fois que je remercie une personnalité. Et alors donc, cette fois-ci, on va commencer par quelques questions qui sont tout à fait à la suite du dernier séminaire. Et à partir d'un certain moment, bon voilà, on va prendre la tangente pour continuer le développement. Mais c'est vrai que pour nous, ça nous, je ne sais pas comment dire, ça nous motive, non, parce qu'on est assez motivé, mais disons, ça nous aide, n'est-ce pas, avoir un feedback comme ça, non? Voilà, alors des gens qui sont ici, voilà, par Zoom, ou les gens qui nous suivent en différé, qui sont quand même beaucoup, peuvent aussi adresser voilà, vos interventions en demande. Alors, quand tu auras fini de ton jeu vidéo... Alors, donc c'est Anna qui suit le séminaire, du coup, pas en direct, mais en différé, qui a envoyé... Du Québec. Du Québec, oui, du Canada en tout cas. Donc, qui a envoyé plusieurs questions suite au dernier séminaire. Donc, je vais vous lire la première question. Alors... voici quelques pistes de réflexion pour le ou les prochains séminaires. Alors la question, comment apercevoir les contours d'une situation à l'époque de la complexité? Quand par exemple vous tracez des schémas avec un ensemble de vecteurs dans une sorte de bassin qui les contient, l'ensemble semble déjà là, à l'extérieur de nous. Qu'en est-il lorsque nous sommes au cœur de l'ensemble, potentiellement influencés par des vecteurs qui agissent contre le déploiement de la puissance et de la situation? Bien. Alors donc, Anna, vous avez tous en tête un tout petit peu les schémas que je fais très simplifiés pour représenter un espace vectoriel, n'est-ce pas? Alors effectivement, il y a quelque chose, je ne sais pas si je suis... Celui-là, il marche. D'accord. Alors, comment je veux... Mais par contre, il faut que je... D'accord. C'est vrai que c'est bon là, vous, Christian, c'est bon, là on voit. Bon. Christian, Oui, c'est bon. c'est bon. D'accord. Alors, c'est vrai que pour dessiner un espace vectoriel, j'ai l'habitude de faire comme ça, définir comme une situation en disant qu'il existe des vecteurs, une multiplicité de vecteurs, en ajoutant que parmi tous ces... On voit rien.
Nous non plus. Parce qu'il écrit pas assez gros. D'accord. Et bon, on va imaginer alors l'espace vectoriel parce qu'on est vraiment matériellement, on n'a pas ce qu'il faut. Et écoutez, c'est vrai que d'habitude je présente l'espace vectoriel comme une sorte de contenant, non, ça peut faire une sorte de schéma un peu trop simpliste effectivement de ce qui serait une situation dans lequel il y a une série de vecteurs qui interviennent, n'est-ce pas? Et je dis, bon, une situation est toujours un multiple qui n'est pas convergent, c'est pas que les multiples vecteurs convergent sur un point, n'est-ce pas? On dit non plus, une situation ne se définit pas par un périmètre, n'est-ce pas? Une situation se définit par un point ou un axe d'intensité, non? Alors, vous savez, j'avais cité ça, l'exemple que donne Deleuze, non? Quand il va dire comment on définit par exemple un bois, une forêt. Alors il dit, une forêt ne se définit pas par un périmètre, non? Il se définit par une intensité propre à la forêt, une force de la forêt qui se développe, qui tout à coup trouve... tu peux l'ouvrir là s'il te plaît. Que tout à coup va trouver, je ne sais pas, un lac ou une terre différente. Alors la forêt trouvera ou ne trouvera pas des solutions pour continuer à se développer, n'est-ce pas? Donc ce qu'il va dire Deleuze, c'est que la forêt, comme une unité organique que nous appelons aussi situation, l'autre jour avec Massimiliano, que je vois qu'il est là, je disais aussi on l'appelait paysage, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on utilise plus ou moins de façon un peu indistincte soit les termes de paysage pour définir donc non pas un paysage dans le sens occidental, de ce que je regarde, mais ceux dans lesquels je suis inclus, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai qu'une forêt en tant qu'un paysage dans ce sens-là, en tant qu'une situation, n'est-ce pas? Eh bien, une forêt ne se détermine pas, va dire Deleuze, donc par un périmètre dans lequel on dit, bon voilà, ça c'est la forêt. Deleuze va dire, la forêt se définit par une puissance intensive, n'est-ce pas, qui à partir des éléments de l'écosystème, animaux, végétal, minéraux, etc., se développe de façon différente, etc. Donc, à vrai dire, effectivement, les dessins que j'ai fait, que aujourd'hui on ne les voit pas dans le tableau, les dessins que j'ai fait, systématiquement, j'utilise cette idée de ce qu'Anne a défini comme un contenant, un bassin, n'est-ce pas? Et ça se prête effectivement, Anna ou Anne, s'appelle Anna, elle a raison, ça se prête à une confusion, parce qu'on dit, mais finalement, si nous voulons, et pour nous c'est un axe central, si nous voulons avoir une rationalité possible dans un nouveau paradigme qui ne soit pas historiciste, n'est-ce pas, qui ne soit pas dispersive non plus, alors qu'est-ce qui fait unité? On est dans la question centralissime, c'est-à-dire qu'à partir d'où je peux commencer à penser que vous comprenez, c'est-à-dire c'est pas en détail de dire quel est mon socle, à partir d'où je pense. Si je refuse de penser à partir d'un universel abstrait, d'une totalité qui engloberait un tout, que serait pensable par exemple d'après une téléologie hegeliano-marxiste, du bon, le tout s'incorpore de façon contradictoire. Si je ne vais pas non plus penser depuis une pensée dispersive, non? Comme dirait la fameuse phrase de Margaret Thatcher, la société n'existe pas, il n'y a que des individus. Si je veux trouver une unité à partir de laquelle pouvoir évaluer, juger, agir, pour nous, déterminer la situation est fondamental. Parce que la situation, c'est ce qui apparaît historiquement, non, comme la possibilité d'un socle à partir duquel je dis, bon voilà, je ne pense pas d'après un universel abstrait, je ne pense pas depuis une dispersion
sans aucun sens que leur donne, je pense depuis une unité que j'appelle situation. Cette unité que j'appelle situation, donc effectivement, si je la dessine comme je l'ai fait, non, par un bassin comme ça, on peut se dire, et qui a déterminé ces périmètres? Vous voyez, c'est-à-dire que Anna, elle a raison, le bassin peut se prêter à la confusion dès que je suis en train de définir une situation par un périmètre. Mais alors là, c'est la question, qui définit le périmètre? Vous voyez? Alors, si on est réaliste, on va essayer de chercher, de dire, le périmètre, une situation se définit par quelque chose qui existe. Alors, par exemple, la nation, un peuple, un continent, je ne sais rien, vous voyez, c'est un quartier. Bon, on essaiera de chercher la situation par un périmètre en disant, les périmètres existent en soi. Si on est nominaliste, par exemple, on va dire, non, les périmètres n'existent pas en soi, c'est ma nomination. Vous voyez que ça serait ce qu'on appelle les tournants linguistiques, hein, c'est-à-dire que c'était quand même très très fort jusqu'à peu de temps aux États-Unis, ici, en France, bon. Que c'est cette dérive du nominalisme. Le nominalisme est un peu plus intéressant, je pense, que ça, mais bon, cette dérive du nominalisme qui est les tournants linguistiques qui dit la langue est performative. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une sorte hétérogénéité comme ça, bon, soumise, je sais pas, à des vibrations, peu importe, non? Mais je construis la délimitation par ma nomination, lesquels restent dans une sorte d'idéalisme très fort, parce qu'effectivement c'est quand même un tout petit peu ce qu'ils disaient, surtout les tenants du tournant linguistique, ils disent tout est récit sans méta-récit. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun X, il n'y a rien qui dise ton récit, là par récit, par exemple, à l'occasion, il faut comprendre la délimitation de ce que je vais nommer situation, n'est-ce pas? Alors elle dit, ça c'est ton récit. Mais il n'y a aucun méta-récit, aucun élément qui permet de dire ton récit ne fonctionne pas. Bon, alors par périmètre, pour nous c'est un problème, effectivement. La dispersion, effectivement, non, parlons pas, la dispersion pure, un pur multiple n'existe pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire un multiple n'est pas dispersif, un multiple c'est un multiple, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait unité. Ok, alors si on dit que une situation est une multiplicité, il reste toujours la possibilité un tout petit peu de dire, vous avez l'hypothèse de Klinamen, non? L'hypothèse de Klinamen que dit d'Épicure. Vous connaissez l'hypothèse de Klinamen d'Épicure? Si tout le monde connaît, mais je vous la rappelle un tout petit peu. Épicure, il dit, qu'est-ce qui fait unité? Se pose la question. C'est la question par excellence. Alors, il va dire, dans son matérialisme, il va dire, les atomes tombent tous en parallèle, comme ça, il imagine, non? Quelque chose que c'est drôle, parce que, bon, comment il a imaginé ça, non? Des atomes qui tombent en parallèle, non? Et de temps en temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a un atome qui se dévie, c'est le Klinamen, il va se dévier, entre en connexion avec les autres, et là, ça sédimente quelque chose. Vous voyez? Alors, ça, c'est l'hypothèse de que la situation, comme donc ces socles phénoménologiques, ontologiques, c'est ce qui existe pour nous, c'est l'hypothèse d'un multiple convergent. Eh bien, nous ne sommes pas non plus d'accord avec l'hypothèse d'un multiple convergent qui par le hasard du Klinamen, permet l'émergence d'une situation. Nous disons que c'est par l'agir, n'est-ce pas? Donc nous prenons plutôt une position spinoziste de c'est l'agir, c'est l'agir. Il n'y a pas de situation en soi. Toutes les hypothèses que j'ai évoquées là, en évoquant rapidement même les situationnismes français, n'est-ce pas? Les situationnismes français, pour celles qui se rappellent ou qui s'intéressent, serait, de ce point de vue-là, très nominaliste, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je décide qu'est-ce qu'est une situation, n'est-ce pas? Bon. Si nous voulons sortir de ça, effectivement, il y a l'idée de qu'une situation n'est pas
ni à décider, ni à nommer, ni à délimiter, etc., ni non plus réaliste, elle n'existe pas non plus en soi, pour soi. Nous disons, une situation est toujours le fruit d'un agir. Il y a quelque chose qui va agir. Agir. Et l'agir n'a pas besoin que ce soit un agir humain, un agir, quelque chose qui est de l'ordre d'une action. Cette action-là, qui est la puissance intensive, comme on va la nommer Deleuze en parlant de Spinoza, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est une puissance intensive. Cette puissance intensive, non, c'est une pure puissance, c'est un pur acte, pour dire comme ça, non? Et va capturer les éléments. Vous voyez, ce n'est pas le clinamen, ce n'est pas le hasard, c'est un agir qui, de par sa puissance, en réseau et d'autres points de puissance, détermine une situation. Donc, je ne peux jamais dire, et ça c'est Plotin, Plotin, il dit ça, Plotin, il va dire, en parlant de l'individu, il va dire, je ne peux jamais dire jusqu'ici c'est moi. Vous voyez, quand on dit occupe-toi de tes oignons, vous voyez les trucs réactionnaires, c'est-à-dire non, tu t'occupes de tes oignons, ou les flics qui vous disent circuler, il n'y a rien à voir, ça ne vous regarde pas, vous voyez. Non, Plotin va dire, je ne peux jamais dire avec certitude, jusqu'ici c'est moi. Vous voyez? Jusqu'ici c'est moi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans la tradition néoplatonicienne, il est tout à fait clair que s'il y a une façon de nommer le tout, c'est un tout inclus dans la partie. N'est-ce pas? Il n'y a pas un tout englobant, le tout est englobé dans chaque partie. Alors, ça veut dire que connais-toi toi-même, non? Socratique. Connais-toi toi-même, ça signifie quoi? Ça peut signifier pour l'individu occidental connaître son genre, son document d'identité, son compte en banque. Bon, voilà. Mais à la fois, rien n'empêche que le connais-toi toi-même soit en antériorité. C'est bien prononcé là. Antériorité. Voilà, dedans, quoi. En antériorité, et connaître les mondes qui se manifestent dedans. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est un peu aussi pour évoquer, c'est pas citer pour citer, mais c'est pour permettre, comme on dirait, des entrées multiples pour dire, ah, de ce côté-là, je l'ai lu, je connais. C'est un tout petit peu aussi un certain point de vue de la monade de Leibniz, n'est-ce pas, qui contient l'univers dans elle, contient le monde, mais il n'y a pas un monde qui contienne les monades. Vous voyez, il n'y a pas un tout totalisant, il y a un tout comme un mode de fonctionnement. Parce que si on dit, mais c'est quoi c'est tout? Parce que tout, c'est pas un tout qu'on peut dénombrer. Vous comprenez? Le tout, c'est, il y a un mode de fonctionnement, il y a un mode d'existence qu'on appelle le tout, et cette partie intensive qui existe dans chaque être organisé. Il y a un exemple un peu trivial, mais dont l'image est suffisamment bonne pour un peu cristalliser ce mode de fonctionnement de la situation, c'est tout simplement un embouteillage. Je crois que c'est un exemple qu'on a déjà cité ou dont on a évoqué là. Un embouteillage, c'est toujours la résultante d'un ensemble de vecteurs que vont être je sais pas, les conditions de circulation, la météo, l'état de la chaussée, bref, donc un ensemble de vecteurs qui effectivement vont produire une résultante qu'on va appeler embouteillage ralentissement. Mais l'embouteillage en tant que tel n'existe pas comme une réalité substantielle en dehors des vecteurs sur lesquels il va agir. C'est-à-dire que l'embouteillage va s'exprimer finalement en intériorité, en déterminant un certain nombre de possibles et de contraintes pour les agents qui sont pris dans cette espèce de système multi-agent qu'on va appeler embouteillage. Donc c'est vraiment cette image du tout qui agit dans la partie, qui s'exprime dans la partie, et pas depuis l'extérieur. Voilà. C'est pourquoi moi j'utilise ces schémas très très basiques qui viennent de la physique mécanique, qui est un espace vectoriel avec une résultante. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tout le monde peut expérimenter. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est clair que ce qu'on appelle la résultante d'un parallélogramme de force, c'est comme ça que ça s'appelle, la résultante d'un parallélogramme de force, c'est-à-dire il y a trois personnes qui poussent un meuble, non?
le meuble ne va pas aller dans le sens d'aucune des trois personnes, va aller dans un autre sens qui est la résultante des trois forces qui poussent. Mais la résultante n'a aucune existence, pour revenir à ce que dit Bastien, n'a aucune existence substantielle, la résultante. Vous voyez, la résultante, c'est ce qui va expérimenter en antériorité chacun de ceux qui poussent. Vous comprenez? C'est-à-dire que la résultante va être expérimentée comme une résistance, non, dans chaque vecteur qui pousse. Vous voyez, moi j'aime bien cet exemple, d'abord parce que ce n'est pas un exemple, c'est pas une métaphore, c'est exactement ça, vous voyez, et parce qu'en plus c'est quelque chose qu'on peut comprendre immédiatement, vous voyez, c'est-à-dire que, de dire, c'est quoi c'est tout qui existe dans la partie, et c'est quoi c'est tout qui n'existe pas en dehors de la partie. Eh bien, voilà, l'exemple d'un parallélogramme de force est tout à fait clair. J'expérimente comme résistance, n'est-ce pas, à ma puissance, j'expérimente comme résistance quoi? La résultante de ma force, sa force et la force de l'autre. Voyez? Donc, c'est tout dans la partie. Alors, c'est tout dans la partie, c'est ce qui fait à cet élément intensif, qui n'existe pas en dehors, n'est-ce pas? Bon. Alors, une situation, effectivement, ces bassins que j'ai fait, et que ça pourrait être à confusion, n'est-ce pas? On dit, si on prend l'exemple de la forêt, eh bien, la puissance vivante de cette forêt qui associe une infinité de vecteurs, animal, végétal, atmosphérique, etc., non, minéraux, bon. L'ensemble de ces vecteurs, non, s'ordonne par rapport à cette puissance intensive qui est la résultante, qui agit comme une résultante, qui capture tous les éléments qui l'entourent. La capture plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a une situation d'abord, le périmètre de la situation, elle est donc à géométrie variable, c'est pas ce qui définit la situation, voyez, et à la fois, effectivement, peut s'intriquer avec d'autres situations. Il peut y avoir d'autres foyers des puissances négatives, par exemple pour la forêt. Vous voyez, par exemple, tout à coup, il y a un virus qui s'attaque aux micro-organismes ou aux plantes, peu importe, et tout à coup, c'est une autre puissance intensive en rivalité. Et un autre élément que je ne vais pas développer ce soir, mais dont on a déjà parlé plusieurs fois, et que, juste pour l'évoquer, c'est que dans toute situation, donc j'espère que pour Anna ça sera clair, bien que moi elle écoute en différé, c'est ça? Oui, je crois. Oui. D'accord. Alors, un autre élément qui est important, effectivement, c'est que les éléments qui seront capturés par la situation, les éléments qui appartiennent à une situation, non, sont restreints par rapport aux parties de la situation. Alors on dit, il y a moins des éléments dans un ensemble, il y a moins des éléments que des parties. La preuve, vous l'avez dans les codes pour entrer au CICP à la porte. Les codes, c'est 10 chiffres, ça c'est les éléments. Avec 10 chiffres, vous pouvez construire des milliers de parties. Vous voyez, la partie serait l'élément de base à travers lequel vont se ordonner ces éléments-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que les éléments sont capturés dans des parties. Et les parties constituent une situation. C'est compréhensible? D'accord. Alors, ça c'est parce qu'effectivement, Anna elle a raison. C'est-à-dire, par exemple, quand nous disons, pour reprendre un peu des sujets dont on avait parlé la dernière fois, quand nous disons un ensemble national, par exemple, on dit les Français ou les Argentins. On dit, à vrai dire, c'est un ensemble défini en extériorité de toute situation. Vous voyez? C'est une abstraction. Ça n'existe pas, les Argentins. Vous voyez? Ce qui va exister, c'est que tout à coup, au nom d'une certaine argentinité, ou je ne sais pas quoi, à partir d'une action concrète, intensive, des parties et des éléments et des parties de ce que nomme l'Argentin vont constituer une situation. Vous voyez? Alors,
il n'y a pas de constitution des situations passives. Vous voyez, c'est pour ça que c'est toujours canaille quand les fascistes, les xénophobes, je vois, ils disent les Français. Vous voyez, parce que qui était plus français, par exemple, pendant l'occupation? Manoukian, les juifs arméniens, ou Pétain? Qui était plus français? Vous voyez, c'est-à-dire, je meurs pour la France. Ben, la France, c'est pas l'ensemble dénombré des Français. Vous voyez, là, la France, c'est un projet, c'est un désir, c'est une action. Vous voyez, et c'est là où nous disons que le commun, ce qui va créer du commun, non, n'est jamais défini par la donne. Vous voyez, c'est-à-dire, la donne, c'est quoi? La donne, c'est être blanc, noir, juif, argentin, palestinien, je ne sais rien, vous voyez. Les communs, ce n'est jamais la donne. C'est là le mensonge des fascistes. Vous voyez, les communs est toujours pur acte. Cet acte-là qui fait émerger une résultante et une situation. Vous voyez, c'est-à-dire que définit un périmètre, mais ce périmètre, c'est défini par des surcroît. Vous voyez, ce n'est pas le périmètre quantitatif des Français, c'est un périmètre qui se définit de surcroît, n'est-ce pas? Et dans lequel, donc, le commun, ce que nous avons en commun, n'est ni une donne, ni non plus un état. Vous voyez, comme on dirait, vous savez, comme on dirait l'autre, il n'y a pas d'état amoureux, il n'y a que des actes d'amour. Hein? Ben, c'est ça, vous voyez, c'est-à-dire, il dit, ah ben écoute, Rosalie, je t'ai déjà offert une bague, donc je t'aime. Alors Rosalie dit, ah, peut-être que tu m'as offert une bague, mais vous voyez, il n'y a pas d'état amoureux, il n'y a que des actes d'amour. Vous voyez? Et alors, bon, exactement, c'est la définition de la situation et dans laquelle ceux qu'ils ont en commun, Rosalie, Georges et Gunther, ceux qui sont en commun avec Rosalie et Gunther, c'est les actes en commun qui créent des deux une troisième dimension ontologique, mais qui n'existe pas en dehors ni de Gunther ni de Rosalie. Vous comprenez? C'est-à-dire, donc la situation, on va la définir comme ça. Et cette définition situationnelle représente une révolution épistémologique majeure par rapport à la crise de l'Occident et par rapport à la possibilité d'une nouvelle lecture, des éléments de base d'un nouveau paradigme qui nous permet une pensée rationnelle qui correspond à quelque chose. Alors, cette quelque chose-là, elle est tout à fait empirique, hein, c'est-à-dire, il n'y a aucune loi, ça on va revenir avec ta question, non? Il n'y a aucune loi et aucun principe extra-situationnel qui dit si est-ce qu'on se trompe ou on ne se trompe pas. Vous voyez, c'est tout à fait empirique. Soit, effectivement, il y a un développement de la puissance d'agir, comme on dirait de la joie ou de l'amour, pour le nommer comme Spinoza, soit il y a une diminution. Vous voyez? Mais il n'y a aucun élément extra-situationnel qui est défini si on va dans la bonne route ou mauvaise route, parce que sinon là, hop, on fait entrer par la fenêtre ce qu'on a chassé par la porte, vous voyez, c'est-à-dire, à nouveau, on aurait un critère extra-situationnel, comme que ce soit les lois de l'histoire, ou peu importe, etc., qui vont décider depuis un extérieur ce qui est une situation. Et ce qui est là, le critère, c'est donc la joie. Les critères, c'est la joie dans le sens spinoziste, oui. Les critères, c'est absolument la joie, c'est-à-dire, mais la joie est compliquée, les concepts de joie est complexe, c'est pas, tu vois, parce que, effectivement, si tu veux, la joie reflète un développement organique d'une situation. Mais ça ne veut pas dire que c'est un bien, tu vois, ça veut pas dire que c'est un bien. Tu vois, par exemple, dans les fameux exemples des scorpions et la grenouille, ben, pour les scorpions, paradoxalement, la joie passe par le fait d'agir comme un scorpion. Et ça lui coûte la vie. Tu vois, c'est là où les critères situationnels ou l'éthique spinoziste
n'admet absolument aucun critère extérieur de c'est bien ou mal. C'est-à-dire que c'est dans l'extériorité de la situation grenouille et scorpion que quelqu'un peut dire mais finalement c'est mal. Parce que les scorpions, pour les scorpions, ce qui est un bien est agir d'après sa nature. Mais agir d'après sa nature n'était garanti absolument aucun bien jugé extra-situationnellement. Mais j'imagine mal un scorpion joyeux. Et là, le scorpion, il est joyeux. C'est là que les Allemands, je sais que tu n'es pas allemand, mais l'humour allemand, il faut être très développé pour le comprendre. Un scorpion, Gunther, est joyeux, comme on dit joie en allemand. C'est-à-dire, il y a deux que Freud a eu du mal à. Il y a Freud et Lust. Bon, alors, Lui qui s'appelle Freud, c'est Sigmund de la joie. Bon, alors, ils ont tombé. On va le nommer en français ou en italien, en espagnol, l'allegria ou la joie. Eh bien, si, d'après ce qu'on est en train de dire, la joie pour les scorpions, au-delà de la blague, non? La joie dans les scorpions, c'est pouvoir déployer sa puissance d'agir en gardant son connatus. Tu vois? En étant ce qu'il est. On va revenir après parce que justement, j'ai parlé avec Raoul Siveci, notre camarade uruguayen, non? J'ai parlé par rapport au dernier point sur lequel on est resté la dernière fois, qui était le macro, les dimensions macro, comment interviennent dans la situation. Et un des points sur lesquels on va revenir, justement, il dit, non, en parlant, vous savez, Siveci, lui, il a passé les 40 dernières années de sa vie, ou un peu plus même, dans les différentes tribus, Chiapas, en Bolivie, au Brésil. Donc lui, il est formé de ça, il existe à travers toute cette culture des différentes nations indiennes. Et alors lui, il va dire quelque chose là qui a à voir avec les scorpions, là, après on va revenir, mais bon, je le dis maintenant quand même. Il va dire, pour résister, surtout, il ne faut pas arrêter d'être ce qu'on est. Tu vois, il ne faut pas entrer en symétrie avec ce qui nous attaque. Tu comprends? Et il dit ça, je fais là peut-être un saut un peu, mais bon, après on revient en arrière, n'est-ce pas? Mais il dit ça en disant, on parle effectivement du colonialisme, de l'agression, etc., l'oppression, la domination, non? Alors il va dire, le grand piège face à un problème, là pour les scorpions, c'est qu'il allait se noyer, non? Les grands pièges face à un problème, c'est pour résoudre les problèmes style occidental ou colonial, non, l'ingénieur, problème-solution. Il dit, le grand piège, c'est d'arrêter d'être ce que tu es pour répondre à l'agression. Vous comprenez? Que c'est un peu ce que je disais la dernière fois quand je disais, on ne peut pas devenir barbare pour éliminer la barbarie. Vous voyez? C'est-à-dire, donc, effectivement, là, pour juste parler là, des scorpions, en passer au prochain point, effectivement, oui, pour les scorpions, même si ça les coûte la vie, sa joie, son développement de la puissance d'agir, continuer à persévérer dans son connatus, passe par quelque chose qui, à l'occasion, le fait mourir. Mais il le fait mourir dans sa loi. Tu vois, c'est là où il y a quelque chose qui n'est pas les transscorpionisme, tu vois, le transhumanisme, le transscorpionisme, tu vois, dans lesquels ils te disent, dans lesquels tu dis, bah, écoute... Un scorpion augmenté aurait attendu d'arriver au bord. Absolument, absolument, les scorpions, parce qu'on t'entend pas, je répète ce que tu dis, oui. Les scorpions augmentés auraient attendu d'arriver au bord, n'est-ce pas? Ils se seraient modifiés, techniquement, pour arriver au bord. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Le grand épistémologue Georges Canguilhem, il dit, un organisme sain, il préférera toujours suivre sa nature, même au prix de sa santé ou de sa vie. Vous comprenez? Donc on ne peut pas, c'est très compliqué dans tout un héritage colonial, occidental, qui nous a formatés, n'est-ce pas? C'est très compliqué, parce que ça peut avoir comme une sorte de lecture sacrificielle. Et ce n'est pas du tout ça que oui, tu voulais dire. Parce que la nature, c'est la donne? La nature, c'est l'ensemble de la donne qui te constitue, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait.
et qui sont des contraintes, tu vois, des contraintes dans l'évolution, dans ton pli, ce qui a fait ton pli, tu vois, ce qui fait ta singularité, tu vois. Et donc, bon, effectivement, c'est très compliqué, je disais, dans une pensée encore très coloniale, colonisée, de ne pas avoir une lecture sacrificielle, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une lecture sacrificielle, donc morbide, donc dans le sens fanatique sacrificiel, n'est-ce pas? Parce que ce n'est que la joie. Alors on dit, c'est compliqué pour nous, vous voyez, c'est compliqué même d'en discuter par rapport à la biologie, non? Et c'est compliqué de comprendre que, effectivement, suivre, persévérer dans notre connatus ne signifie pas ce qu'on pourrait évaluer en extériorité comme un bien. Vous voyez? C'est-à-dire qu'effectivement, un organisme peut se faire, entre guillemets, du mal. Mais c'est vu de l'extérieur, vous comprenez? Par contre, un organisme, oui, peut être détruit. Mais il ne sera pas détruit, vous voyez, par rapport à... On ne peut pas l'évaluer par rapport à un utilitarisme extérieur. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème pour nous, pour le comprendre, parce que, effectivement, il y a ce danger de la glissade sacrificielle, vous voyez, qui serait tout à fait anti-spinoziste, anti-vie, parce que ça serait vive la mort, comme disaient les fascistes espagnols, n'est-ce pas? Et alors on dit non, vive la vie, et vive la vie signifie un tel amour pour la vie que tu peux la perdre. Vous comprenez? C'est drôle parce que c'est un exemple que moi on m'a demandé 1000 fois, j'imagine que je vais le raconter, mais je radote, mais c'est pas grave. On m'a demandé 1000 fois, par rapport à cette question sacrificielle, on m'a demandé, et dans des situations différentes, non, assez surprenantes, non, on m'a demandé, oui, mais vous, pendant la résistance, pendant la lutte armée, vous évaluez, est-ce qu'une évaluation, comme on dit, risque-bénéfice, non? Investissement, profit, non? Est-ce que vous pensiez que vous faisiez une action, mais vous mettiez en danger votre vie, est-ce que ça valait la peine? Vous comprenez? C'est-à-dire que plusieurs fois, c'est genre très étonnant, différents types, m'ont demandé, d'après cette vision, risque-bénéfice, investissement, profit, non? Est-ce que ça valait la peine? Non? Et ce que j'ai expliqué, c'était ça. J'ai expliqué exactement comment on était des scorpions, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je disais, nous, on ne voulait absolument pas mourir. Aucune de nos copines, aucun ne voulait pas mourir, moi non plus, je suis très content de ne pas être mort. Bon, très bien. On a dit, oui, d'accord, mais il y a des risques. On a dit, nous, on va prendre l'exemple de Pepito qui veut traverser la rue pour aller à la boulangerie s'acheter un pain au chocolat. Lui, il agit d'après sa joie, son désir. Il veut s'unir un pain au chocolat parce que, il veut s'agencer, comme dirait, avec un pain au chocolat. Il veut manger le pain au chocolat, détruire l'unité du pain au chocolat pour l'unir à ses parties extensives. C'est pour ça que Spinoza il mangeait très peu de pain au chocolat parce que c'était tellement compliqué à chaque fois de comprendre. Voilà. Et alors donc, alors moi, je suis mon conatus, Pepito suit son conatus, et veut aller à la boulangerie en face manger un pain au chocolat. Alors Pepito il peut être plus ou moins distrait, et peut-être en allant acheter un pain au chocolat, un camion le ratatine. Et alors on dit, merde, bénéfice, risque, profit, investissement, ça vaut la peine pour un pain au chocolat être ratatiné? Eh bien, cette pensée-là, elle est tout à fait la pensée coloniale, vous comprenez? Parce que la pensée contraire, absolument au contraire, c'est-à-dire, bah non, Pepito, il est mort dans sa loi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas renoncé au pain au chocolat, n'est-ce pas? Parce que ça allait dans son conatus, c'est dans son désir, c'est sa joie, s'unir aux parties extensives du pain au chocolat. Ça peut te fait écraser au retour, Robert. Et au moins ça aurait été, oui, voilà. Ah oui, bénéfice. Voilà, aujourd'hui, c'est très participant, de façon déconnante. Bon. Non, on continue à participer, absolument.
Et non, parce qu'il disait que peut-être Pepito avait la chance de se faire écraser au retour avec les pains au chocolat. Bon. Et Spinoza ne tient pas que dans son exemple très connu dans le livre 3 de l'éthique, bon, je vous reverrai exactement la page où il donne l'exemple du pain au chocolat, non? Et ne tient pas compte s'il rentrait avec le pain au chocolat. Mais vous comprenez, c'est-à-dire pareil pour un combattant de la vie, pour dire comme ça. Vous voyez, comme on l'appelle, les militants de la vie. C'est-à-dire, si nous, on n'était pas idiots, on savait très bien que si tu attaquais une caserne, il pouvait te tuer, comme il nous tuait, effectivement. Vous voyez? Mais Pepito, il n'ignore pas non plus qu'en traversant la rue, il peut se faire ratatiner. Vous comprenez? Mais le désir ne fonctionne pas, cette joie-là ne fonctionne pas d'après les calculs bénéfice, risque, investissement, profit. Fonctionne par rapport à quelque chose dans lequel, pour persévérer dans mon conatus, donc la joie, eh bien je me fais ratatiner. Mais c'est comme ça. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est de vivre jusqu'au dernier moment. Essayer de vivre jusqu'au dernier moment. Hein? Bon, ça c'est, je promets, il faut être plus court pour la deuxième question d'Anna. Il y en a 3 encore. On est toujours à Anna. Bah oui, Je voilà. pense qu'on doit pouvoir mettre des SK à la place de Pépito sur notre. Oui, bien sûr, non mais tout à fait. Tout à fait, tu vois, c'est... Il est assez tard pour pouvoir. Oui, oui, oui. Non. Les enfants sont couchés. Donc Anna, ensuite, alors c'est pas vraiment une question, c'est plus un exercice de pensée. En fait, Anna, elle repart de, vous savez, de cette nouvelle qu'on a évoquée à plusieurs reprises, cette nouvelle de Camus qui s'appelle La Chute. Hein, donc tout le monde voit, bon, pas forcément. Bon, Si tout le monde voit. enfin, si tout le monde... Ok. Bon, rapidement, hein, La Chute, ça met en scène un avocat à qui tout réussit, voilà, qui a un succès dans le Paris mondain, voilà, et donc qui jouit son rôle, qui jouit son statut, qui se moque des autres, même de lui-même. Et qui donc vit cette vie de succès et qui, en rentrant d'une soirée, je ne sais plus si c'est une soirée, bref, en tout cas, croise une jeune femme sur le pont, un des ponts de la capitale, la dépasse et dans son dos, il entend le bruit d'un plouf. Enfin, voilà. Plouf, elle tombe. Il tombe. Quelque chose Tombe dans l'eau. Et donc, l'avocat se dit, bah non, je ne suis qu'un avocat, je suis pressé, voilà. Et donc, il continue son chemin. Et donc ce choix devant cette bifurcation va le suivre toute sa vie, et ça va être le reste de la nouvelle, c'est également la chute de l'avocat. Bref, donc Anna reprend cet exemple-là, et ça me semblait important de le préciser pour bien comprendre la signification du mot plouf dans sa question. Oui. Voilà. Donc Anna nous propose d'imaginer 3 personnages types et 3 niveaux perceptif, enfin on pourrait dire d'apperception, ou plutôt autour du plouf, donc de la chute de Camus. Donc elle propose d'imaginer un personnage qu'elle appelle type A, et dans lequel elle dit, bien, le plouf n'est pas entendu, avec son cacaphone, donc son smartphone dans le langage du séminaire. Avec son smartphone, A est dans un état sous-hypnotique, générant une sorte de surdité corticale. Le son aurait alors frappé son ouïe sans qu'il l'ait perçu, alors nous on dirait plutôt aperçu. Ah. Et donc elle demandera de dire qu'est-ce que nous on a à répondre finalement du point de vue d'une analyse situationnelle de ce cas de figure. On répond chacun ou non, vas-y. Est-ce qu'il y a un exemple? Ah, les 3, on peut peut-être faire les 3. Fais les 3, fais les 3. Oui, pardon. Donc ensuite un deuxième personnage qu'elle appelle type B, où là elle dit le plouf est aperçu, mais ce fait ne pénètre pas le monde où vivent les croyances de B, donc ça c'est la fameuse citation de Proust. Les faits ne pénètrent pas le monde où vivent nos croyances. Et donc B ne reconnaît pas en quoi le plouf le concerne. Voilà, donc ça c'est la situation B. Et enfin une situation C, alors là qui est un peu plus sophistiquée, donc soyez attentifs. Donc il faut imaginer C entouré des personnages, alors oui, des personnages de type A et B, donc là c'est un nouveau personnage C, qui se trouve dans une situation où il semble être le seul à percevoir le plouf. C est concerné et disposé à répondre à l'appel, mais la situation exige qu'il soit plusieurs à être concernés par le plouf. Donc C tente d'agir malgré tout, mais il constate bientôt que son action individuelle n'est pas compatible avec un agir situationnel.
Les contours de la situation s'étiolent pour C qui s'épuise et a l'impression de s'agiter en vain, par exemple en voulant le bien des autres contre leur propre gré. En conséquence, C s'isole et se met peu à peu à se méfier des ploufs. Peut-on appeler situation ce qui arrive à C? Alors ça peut, bon là du coup il y a un effort de transposition, mais en réalité c'est vrai que c'est une situation qu'on nous a beaucoup évoquée, notamment je pense à Antoine, je pense, qui nous a écrit un mail en expliquant ce genre de situation-là, et qu'on peut rencontrer dans la militance classique, hein. Ce moment où nous on se sent convoqué, et effectivement à s'épuiser et rentrer dans cette tristesse un peu qu'on a déjà évoquée. Voilà. Le premier donc, il entend le plouf et... non, il n'entend pas. Il est né sur son smartphone. D'accord. Voilà. Alors, bon, effectivement, c'est ce qu'on appelle les faits. Non, les faits ne sont pas des faits d'un point de vue réaliste. Pour nous, en tant que phénoménologues, les faits ont toujours une construction, mais une construction non pas sur rien, mais une construction sur une certaine base, etc. On a évoqué ça souvent. Bon. Alors, effectivement, Proust dit les faits ne pénètrent pas le monde où vivent nos croyances. Et Darwin va dire les faits sont là pour confirmer la théorie. Infirmer la théorie, mais confirmer. Vous voyez, c'est-à-dire que sans une théorie, il n'y a pas de fait. Vous voyez. Einstein va dire c'est la théorie qui décide des observables. Vous voyez, c'est-à-dire les observables, c'est ce que je peux mesurer. C'est la théorie qui décide des observables. Il n'y a pas des observables en soi, en dehors de ma théorie. C'est la théorie comme action. Et après, dans des côtés des Germantes, Proust va dire nous sentons dans un monde, nous pensons, nous nommons dans un autre. Nous pouvons, entre les deux, établir une concordance, mais non pas combler cet intervalle. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'entre les mondes dans lesquels je sens et les mondes dans lesquels je pense, sont deux mondes. Il peut y avoir une concordance, effectivement, ça serait le deuxième genre de connaissance pour Spinoza, mais on ne peut jamais combler ça. C'est-à-dire que je ne peux pas sentir d'une façon ordonnée par ma pensée, ni penser d'une façon ordonnée par mes sentirs. Il y a un hiatus là. Alors, dans les premiers cas, dans les cas où effectivement, bon, Anna elle dit mes voix afférentes perceptives seraient saturées parce que je suis avec un cacophone, chose qu'effectivement, comme on avait évoqué ça, c'est fait neurophysiologique. Assez impressionnant de comment les cacophones capturent toutes les voix afférentes perceptibles. Bon, ça c'est un exemple, par exemple. Mais à vrai dire, Anna, et pour le reste, non, et à vrai dire, la possibilité d'être touché par un plouf, comme on dirait, non, par un appel, dépend justement de ma constitution. Dépend de ma constitution. La vérité, c'est que même les militants, les plus militants, les plus vaillants, Angela Davis, Che Guevara, qui vous voulez, ils passent en permanence à côté des choses que d'autres trouvent comme injustes, sans être touchés par ça. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'injustice en soi que n'importe qui peut percevoir comme une injustice. Alors, on peut voir des choses et considérer c'est une réalité dure. On peut, par exemple, voir que c'est une réalité dure. Ou on peut même ne rien voir. Vous voyez, c'est-à-dire on peut ne rien voir. C'est par quoi on est touché, c'est très très variable. C'est-à-dire par quoi on est touché, à quoi on est sensible, c'est très variable. Vous voyez, c'est-à-dire savoir avec la constitution antérieure, avec notre histoire, vous voyez, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi je donne un exemple, chaque fois qu'un errant dans un village ou autre, à la cordillère, un endroit comme ça, je m'arrange toujours quand il va voir un sacrifice animal pour être très occupé ailleurs. Vous voyez, pourtant je fais 10 années de guerre, mais bon, c'est-à-dire, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Vous voyez, c'est con, mais je ne supporte pas, quoi. Je ne supporte pas ça. Bon, voilà. Mais on ne peut pas dire, par exemple, alors que
les paysans qui font la fête du cochon, vous savez qu'apparemment on entend 10 km autour, je ne sais rien, non, qui crie parce qu'il ne veut pas mourir et que c'est une horreur. On ne veut pas dire que c'est un barbare, vous comprenez? Simplement, la structuration sociale, culturelle de la personne fait que quelque chose que à quelqu'un d'autre le démolit, d'autres passent à côté. Donc, c'est très important donc, par rapport à cette première catégorie que fait analysant A, le type A, celui qui passe à côté, mais passe à côté parce qu'un type de saturation quelconque, ou un type de structuration, je dirais, vous voyez, pas seulement la saturation. Parce que la saturation, c'est compliqué, parce que la saturation a un côté un peu plus coupable, peut-être, non? Parce que ça veut dire, je me balade avec mon cacaphone, et je suis en train de m'isoler du monde. Je fais un geste là pour me distraire. Je fais un geste qui va m'isoler du monde. Je peux ne pas être conscient, mais c'est le même prix. Vous voyez, c'est le même prix. Quelqu'un qui se balade avec son cacaphone et quelqu'un qui a toutes les voies afférentes. C'est pour ça que c'est si dangereux en voiture, hein, parce que on perd la perception de contexte. Hein. Alors, donc dans ces cas-là d'une saturation dans laquelle il y a une participation de la personne, c'est un peu différent. Mais par contre, ce dont nous devons tenir compte, c'est que ça peut être n'importe quel grand militant. C'est sûr que les Che Guevara ou Angela Davis, je ne sais rien ce que vous voulez mettre comme image des grands militants. Tu vois, Jean Moulin, ce que vous voulez. Donc, vous regardez ma carte de séjour, tu vois. Et alors, on dit, il commet 1000 actes de justice. Mais quelqu'un qui a commis 1000 actes de justice dans sa vie, c'est sûr qu'il a passé à côté d'1 million de situations durissimes qu'il ne pouvait pas percevoir. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'à l'époque de la Grèce antique, quand Aristote justifiait l'esclavagisme et quand Socrate ne trouvait rien à dire sur l'esclavagisme, c'était tous des barbares. Vous voyez? Il y a une structuration qui permet ou pas d'être touché par... Vous comprenez, c'est là où, voilà, c'est la théorie qui détermine des observables. Observable dans le sens de ce qui est une science. Vous voyez, ce qui fait science. Bon. Alors, dans les premiers cas, que ce soit d'une façon ou d'une autre, la vérité c'est que nous passons en permanence à côté des ploufs qu'on n'a pas la capacité d'apercevoir. N'est-ce pas? Mais peut-être pour compléter, on peut quand même cultiver une sorte de disposition à l'appel. Et dans le premier cas, le problème c'est que le téléphone coupe du corps. Et tu parlais de la pensée, mais c'est le corps qui réagit à l'appel, non? En premier lieu. Bien sûr. Alors, je répète un peu parce que je ne sais pas si on entend l'intervention. Si, on entend. Il faut demander aux gens là-bas. Oui, vous avez entendu Si. Oui, d'accord. Alors, oui, bien entendu. Et c'est pour ça que je disais que... Il me semble que quelque chose, c'est la saturation par l'appareil. Oui, c'est pas que la structuration, c'est la saturation. Oui, c'est tout à fait différent. Dans un cas, tu as tout à fait raison, c'est pour ça que je faisais la différence. Non? Parce que dans les cas d'Angela Davis qui se balade et ne voit pas un tas de trucs qui à nous semblent d'une injustice terrible, là, voilà, tu vois, c'est-à-dire, elle est structurée d'une certaine façon, elle est archi-engagée comme une grande militante pour un tas de choses, sauf que, bon, voilà, tu vois, il y a des choses que tu ne perçois pas parce que toi, tu ne perçois pas, parce que tu n'es pas constitué comme ça. Il y a des choses que tu ne perçois pas parce qu'historiquement, ces choses-là ne sont pas repérables. Philon d'Alexandrie, en pleine époque d'esclavagisme total, il construit des petites communautés, il participe à des petites communautés d'une tribu juive qui s'appelle les Essénites, les thérapeutes, on les appelait les Essénites, dans lesquels il y avait une égalité homme-femme et il n'y avait pas d'esclaves, par exemple. Donc c'est drôle, il y a toujours ce casse-pied qui sont à la frontière, non? qui cherche quelque chose à la frontière. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un qui en Grèce voyait un esclave se faire fouetter était un canaille. Tu vois? De la même façon que Hegel, dans son article sur l'abstrait et les concrets, il prend l'exemple d'une décapitation publique. Bon, nous, on n'aurait pas tellement... non, si on prend un exemple d'une décapitation publique,
la décapitation prendrait toute la place, parce qu'on serait tellement dévoré. Lui, il prend cet exemple pour expliquer ce qu'est l'abstraction par rapport au concret. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'on dit? Mais comment Hegel? Mais non, c'est-à-dire, ça ne fait pas plouf. Ça ne fait pas plouf pour les grands, immenses Hegel, vous voyez? C'est-à-dire, donc, il y a cette différence, donc ce qui fait plouf ou pas. Dans le deuxième cas, il passe et il entend... Oui, c'est les faits ne peut-être pas dans le monde où vivent nos croyances. Oui, bah, ça c'est les mêmes alors. Oui. Au fait, oui, je mélangeais les deux, Oui, parce que la première question c'est qu'est-ce qui se passe quand tu as une participation semi-active, conscient ou pas? Mais une participation, c'est-à-dire que je sature mes voies afférentes, je me déterritorialise par mon geste, et je répète que soit conscient ou inconscient, c'est le même prix, n'est-ce pas? Les premiers cas, donc, c'est les cas A et je sature mes voies afférentes. Le deuxième cas, je n'ai pas accès. Bon, c'est ce que j'ai mélangé les deux. Je les séparais, mais bon, voilà. Dans lesquels, effectivement, les faits ne pénètrent jamais dans les mondes où ils vivent nos croyances. Et c'est ça la génialité de Proust. Je l'ai répété 1000 fois, mais vraiment, c'est la génialité de Proust de mettre la vie du côté des croyances, vous voyez. La vie est du côté... C'est les côtés dans lesquels on est affecté. Hein, c'est les côtés où on est affecté. Et dans le troisième cas, dit, bon voilà, quelqu'un sent la chose. Sent là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, alors ça va, c'est une palette assez large, ça va des Bartleby, qui par rapport à quelque chose dit, je préfère ne pas, hein, c'est-à-dire c'est une sorte d'intuition, non? Donc, je sens ça, et hop, qu'est-ce qui se passe avec la pensée? Vous voyez, là, déjà, on est dans la séparation. Hein? C'est-à-dire, c'est là où je disais avant, on ne peut pas dire que le mec qui est en train de faire la fête au cochon est un barbare. Vous voyez, c'est-à-dire, parce que, au dire, je suis très touché par ça. D'accord, mais c'est que tu te touches, c'est pas parce que tu es très touché par ça que la pensée concorde avec ça. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est là où on doit séparer ces niveaux des sentiments par lesquels on est affecté, non, de la pensée. On doit séparer cette émotion de la politique. Non pas parce qu'il faut séparer émotion de politique, mais parce que ce sont deux voies qui peuvent concorder, mais il n'y a aucune raison qu'elles concordent, et il n'y a aucune possibilité, comme dit Proust, de remplir cette séparation-là. Vous comprenez? Alors donc, effectivement, par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, c'est-à-dire, vous voyez, il y a eu des millions et des millions de personnes qui sont lues dans les journaux qui avaient eu la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki. Il a dû avoir quelques centaines de braves gens qui ont fait une dépression et qui petit à petit sont morts parce qu'ils ne pouvaient plus vivre dans ces mondes-là. Les autres ils ont continué à vivre, vous voyez. Alors, le problème, c'est qu'à moi me touche beaucoup, c'est pas parce qu'à moi me touche beaucoup que c'est une vérité en soi. Vous comprenez? Et le problème, c'est ça, c'est-à-dire même la politique actuelle, c'est toute une politique faite à ce niveau-là, c'est une politique faite au niveau de la panza, non? C'est le salopard qui a gagné les élections en Argentine, il a gagné parce qu'il venait avec la tronçonneuse et dit « je vais tout démolir », vous voyez, la haine, non? Et il a gagné directement, alors c'est très drôle parce que les mecs, par exemple, dans son programme, il dit « vous allez en chier, je vais augmenter les impôts, vous allez... » Mais comme il les vote, ah si, mais parce qu'ils s'en foutent. Vous voyez, c'est-à-dire là, c'est pas un hiatus, là c'est l'infini entre la pensée, et ils sont votés avec les sentiments. Ils sont votés avec les sentiments. Alors, bon, voilà, dans ces cas-là, la personne qui perçoit ces cas, c'est, non, quand on est affecté par quelque chose, on est affecté, c'est-à-dire on dit, non, j'ai vu une famille, première fois que je la vois, je vois une famille qui est en train de dormir à la rue. Je vois une famille, première fois qu'on voit, non pas la première fois qu'on a passé devant une famille, mais on la voit. Hein? L'extraordinaire est toujours dans les regards, ce n'est pas dans la chose. Il n'y a aucune chose qui soit extraordinaire. Finalement, c'est ce que je suis en train d'expliquer, n'est-ce pas? Aucune chose est en soi extraordinaire. L'extraordinaire est dans les regards que je jette par rapport à ma structuration. Alors, la première fois que je vois une famille qui est en train de dormir dans la rue, et tout d'un coup, je sens qu'il y a quelque chose qui est en antériorité. Dedans, je sens ça. Vous comprenez? Ce n'est pas que dans la passivité extérieure, je suis touché par ça. Je suis affecté toujours en antériorité. Il n'y a rien extra-situationnel que de par sa force
entre dedans, vous voyez, tout ce qu'il peut faire, c'est de la détruire, la situation. Mais il n'y a rien que, si je le sens, je vais l'expérimenter en intériorité, dans la situation. Alors, j'expérimente une sensation de désarroi total. J'ai vu cette famille que cette nuit de froid va la passer dans la rue et moi, je vais aller dans mon lit tranquille. J'ai vu ça. Alors, effectivement, il dit, j'ai vu ça et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il dit, bon, ce personnage sait, essaye de contacter d'autres, vous voyez, alors il dit, mais c'est terrible ce qui se passe, n'est-ce pas? Et le problème, c'est qu'il se trouve avec quoi? Il se trouve avec justement ça. Il se trouve que pour être touché, on est toujours touché en intériorité. On ne peut pas être touché en extériorité. C'est les limites de l'information par rapport à la compréhension. On a expliqué plusieurs fois, la compréhension est toujours un phénomène corporel, un processus corporel. Il faut que les corps, tout à coup, soient touchés en intériorité. Et alors, effectivement, c'est le désespoir total. On dit, mais vous ne vous rendez pas compte? Mais voyez qu'est-ce qui se passe. C'est la pièce Rhinocéros de Ionesco, non? C'est-à-dire, tous commencent à devenir rhinocéros. Tous... Il dit, mais comment, il y a encore les voisins à devenir rhinocéros? Tous deviennent rhinocéros, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au point dans lequel il commence à devenir un rhinocéros lui-même, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, on peut dire que dans l'angoisse, il y a quelque chose qui va prendre, pour dire comme ça, la mauvaise voie, pour dire comme ça, qui est l'individuation. Je me sens questionné, appelé en tant qu'individu. Et l'individuation est toujours la voie de l'impuissance, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, quand je dis, c'est là où nous disons aussi d'un point de vue clinique, en psychiatrie, en psychanalyse, on dit, il faut aider la personne, le patient, à voir que ce qui lui arrive, ça arrive. Vous comprenez? À dépersonnaliser. Alors c'est paradoxal parce qu'effectivement, il y a un jeune psy en Argentine qui a écrit un petit bouquin par rapport à cette hypothèse-là, non? Et bon, il était très étonné. Parce qu'il dit, la vie n'est pas quelque chose de personnel. Il a repris cette phrase que nous disons, et bon, la communauté est un tout petit peu étonnée, comme la vie c'est pas quelque chose de personnel. Eh bien, plus la vie est personnelle, moins est vie. Alors c'est la possibilité de dire, je sens que ça m'arrive, cette angoisse, que j'ai vu la famille, que j'ai vu les pogroms, que j'ai vu les bombardements, j'ai vu l'horreur. Vous voyez, c'est ce qu'avec Bastien, on a développé avec « Tu n'as rien vu à Hiroshima ». Vous vous rappelez, on avait développé ça dans notre bouquin. Que dit la comédienne, non? Elle dit tu as rien vu à Hiroshima. C'est le comédien qui dit ça. C'est le comédien qui dit ça, la comédienne, exactement. Et alors, donc, tu as rien vu à Hiroshima. Et alors, je vois. Et là, quand je vois, je suis donc affecté par ça. Le problème, c'est le piège de ces retours sur moi. Non? Parce qu'en tant que moi, je ne peux rien faire. Parce que, pas seulement en tant que moi, individu, je ne peux rien faire, mais c'est parce que nous sommes structurés en tant qu'individu que ce qui me fait horreur peut exister. Vous comprenez? Pas seulement l'individu ne peut pas être l'instance de résolution de problèmes, mais c'est parce que nous existons en tant qu'individu que ce type d'horreur peuvent exister. Vous voyez? Pourquoi? Eh bien parce que les passages de « ça m'arrive » à « ça arrive » est un passage de multiplicité agencée, dans laquelle effectivement, je comprends très bien l'effet, on a vécu tous 1000 fois certainement, de vouloir conscientiser quelqu'un, de vouloir mobiliser quelqu'un, et de nous sentir dans cette impuissance de dire mais comment, moi ça me rend fou et l'autre ne fait. Et c'est là où il faut avoir cette humilité. Et c'est vraiment ça, là c'est un point très important parce que souvent on se demande quelle est la déconstruction de l'homme de la modernité, comment se passe cette déconstruction, comment on sort de l'anthropocentrisme. Eh bien on sort de l'anthropocentrisme justement quand plutôt que de prendre les problèmes du monde dans lesquels moi je regarde les problèmes du monde, quand tout à coup on peut passer un ça arrive auquel je participe. Vous comprenez? Et c'est là où, effectivement, on pourra s'agencer avec certaines pratiques, on pourra chercher comment on résiste,
on pourra chercher comment on augmente la puissance d'agir de la situation. Voyez? Mais dans cette troisième question, il y a quelque chose que tout ce qu'on avait préparé à la fois aujourd'hui, non? Absolument. Dans cette troisième question, tout y est là-dedans. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est... si nous ne pouvons pas déconstruire, et c'est là où il y a un piège assez vicieux, vous voyez, c'est-à-dire, voilà, c'est KC, le cas, non, mais l'exemple est touché par la chose, mais il réagit en tant qu'individu, il replace l'individu, vous voyez, et c'est là où il y a un effort à faire entre ces mondes de ce que je ressens, qui est individuel, ne supporte aucun jugement universel, parce que ce qu'on sent, on sent, n'est-ce pas? Si l'autre tue les cochons et après c'est les bouffe tranquillement, ben c'est très bien. Si l'autre ne peut absolument pas supporter de voir un rat mort, ben c'est son problème, vous voyez, ce qu'on ressent, on ressent. Ces passages, n'est-ce pas, entre les mondes des sensations et la pensée, et ces passages, qui est effectivement les passages vers le deuxième genre de connaissance, pour l'expérience non, et ces passages dans lesquels tu peux dire ça arrive. Vous voyez, ce qui m'arrive, ça arrive. Vous voyez, cette dépersonnalisation qui permet un début de déconstruction. Vous voyez, c'est-à-dire que la vérité, c'est quand on parle de déconstruction, on parle tellement de déconstruction dernièrement. Avec Bastien, on a beaucoup critiqué le déconstructionnisme à la Derrida, parce que c'est un déconstructionnisme total, sans aucun noyau, etc. Bon, peu importe. Le premier grand déconstructeur était Spinoza, parce que ces trois genres de connaissances sont trois niveaux de déconstruction de l'unité imaginaire de l'individu. C'est-à-dire jusqu'à arriver à ce qu'il avait appelé l'amour intellectuel de Dieu, qui est être dans un agir dans, pour et par la situation. C'est-à-dire, c'est la situation qui agit. Alors là, on va aller à ta question, mais peut-être là on peut aller un tout petit peu directement par rapport à Sibeci, non? Oui. Non, mais dis-moi. Si, il faut là, du coup, on retourne au macro. Oui, voilà. Macro, voilà. Voilà. Et juste quand même quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que on parlait, ou j'évoquais rapidement là, les militantristes, mais de même que il ne suffit pas de subir ou d'être victime d'une oppression ou d'une domination pour devenir sujet d'émancipation. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette... tant qu'on subit, on pâtit la donne, enfin, tant qu'effectivement on est dans la donne, on reste dans le pâtir. Et c'est à ce moment-là, la donne ne produit pas effectivement du commun. Et pour que la donne puisse se transformer comme le support d'un commun, il faut qu'on passe à cette dimension qui est de l'agir. Mais effectivement, le fait de subir, d'être victime, dans sa donne, d'être victime d'une domination, reste sur le schéma du pâtir, ne permet pas de faire advenir un sujet d'agir par rapport à cette donne. Oui, absolument, parce qu'en plus, c'est-à-dire l'effet de pâtir la donne, pâtir dans la donne, ne fait pas de soi une injustice. Oui. Ne fait pas de ça ne va pas de soi que ce soit une injustice. Une injustice, justement pour revenir à la première question, une injustice, c'est ce que par un agir dégage une puissance intensive qui réordonne la situation et qui fonde la situation. Ce n'est que la justice, elle est toujours première, pour dire comme ça, par rapport à l'injustice. Vous comprenez? C'est parce que on développe un nouveau possible que la situation d'avant apparaît comme une injustice. Vous comprenez? C'est pour ça que Socrate peut se balader tranquillement, l'air de rien, dans une société absolument patriarcale, esclavagiste, etc. Parce que, avant Spartacus, pour dire comme ça, Spartacus et tous les autres, mais Spartacus parce que c'est cette révolte qu'on connaît, mais il y a eu des millions de révoltes d'esclaves, et d'esclaves individuels qui s'est révoltés. Mais bon, avant Spartacus, être esclave est dur, mais n'est pas une injustice. Pour que ce soit une injustice, il faut qu'il y ait un acte qui inaugure
la situation esclavagiste. C'est-à-dire que c'est là qu'on peut nommer, vous voyez, c'est-à-dire que c'est ce qu'il dit Proust quand il dit nous sentons dans un monde, nous pensons, nous nommons dans un autre, nous nommons dans un autre, vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir nommer, vous voyez, mais c'est pas dans les mondes où on sent, où l'esclave sent la dureté de sa condition, non, c'est l'irruption d'un agir situationnel qui inaugure une nouvelle dimension dans laquelle ces éléments, vous comprenez, c'est-à-dire que l'esclavagisme, l'esclave, les maîtres, etc., sont des éléments qui tout à coup, de par un agir, mettons la révolte de Spartacus, par l'agir de Spartacus, ces éléments-là s'articulent comme les parties de la situation esclavagisme. Est-ce qu'on peut dire, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est l'agir qui fait penser ou le penser qui fait agir? Non, au fait, d'un point de vue moniste qui est le nôtre, c'est pas la pensée qui fait agir ou l'agir qui fait penser. Nous dirons d'un point de vue moniste qu'il y a un excès, quelque chose d'excessif dans l'agir qui s'accompagne d'hypothèses de pensée immédiatement. C'est co-substantiel, tu vois, c'est cette co-substantialité entre l'étendue et la pensée, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme une sorte d'excès de puissance qui explore une nouveauté, qui explore quelque chose. C'est pour ça que nous disons, résister, c'est créer. Et c'est drôle parce qu'on m'avait répondu, la présidente de l'association des maires d'Aimé, Eve Bonafé, bon, c'est quelqu'un d'admirable, non, de par sa lutte, elle est décédée il y a un an. Elle était très fâchée quand j'avais sorti en Argentine, résister, c'est créer. Et alors elle avait fait faire des bombages à tout le monde. Résister, c'est lutter, elle disait, non? Je n'ai aucun doute qu'il y a des nécessités de lutte dans la résistance. Simplement, les pièges ou les dangers, disons, de résister, c'est lutter, c'est de te mettre en symétrie. Tu rentres dans l'agenda de celui qui est en train de te détruire. Or, la création du nouveau est toujours un excès. C'est excessif, c'est les artistes, c'est les poètes, c'est les scientifiques, c'est les gens qui luttent pour la justice sociale, n'est-ce pas, qui produisent ce qu'on pourrait nommer un excès de puissance. Un excès de puissance qui crée de nouveaux possibles, qui émergent comme des hypothèses, qui peuvent se réabsorber ou se développer, etc. Mais donc, c'est ni la pensée ni l'agir, c'est une sorte de penser-agir ensemble qui, en créant quelque chose, résiste. Mais donc là, on voit, c'est un problème parce que dans la mouvance décoloniale, et ils nous critiquent, Bastien et moi, nous critiquent beaucoup d'utiliser le mot résistance. Non? Parce qu'ils voient dans la résistance, ils ont raison, de leur point de vue, je comprends, ils ont raison. Ils vont dire, ils voient dans le mot résistance l'idée qu'on les laisse les protagonismes à l'autre. On résiste contre une agression. Et nous, on garde le mot résistance en prenant cette consigne de Deleuze, résister c'est créer, créer c'est résister. Hein, parce qu'il va dire créer c'est résister. Hein. Résister quoi? Résister comme un acte dans lequel nous ne voyons pas ici les résister c'est créer ou créer c'est résister. On ne les voit pas comme en réponse à quelque chose. Mais on les voit, résistance là, comme se tenir dans son connatus. L'effort pour. Un effort pour. Persévérer dans son... Voilà, l'excès de puissance, tu le peux lier directement au conatus, cet effort pour. Cet effort, voilà, l'existence de n'importe quel organisme vivant se traduit par cet effort pour être. Et c'est dans cet effort pour que va émerger nos trajectoires et nos possibles, qui sont toujours des possibles qui sont au-delà de la donne. Oui, l'effort pour, c'est Leibniz aussi. Oui. Leibniz, c'est l'être et l'effort pour. Cette sorte de permanence, non? Ce qu'on a dit souvent, pour qu'un oiseau soit migrateur, il est migrateur, mais pour être migrateur, encore faut-il qu'il fasse cet effort pour migrer.
Voilà, c'est là où on est vraiment... Oui, voilà. ça c'est un exemple que nous avons beaucoup travaillé comme un exemple, non entre la donne, y compris la donne génétique dans ces cas-là, n'est-ce pas, et l'être, non, l'effort pour. Non. Pourquoi? Parce qu'on dit, ben voilà, ce oiseau-là, il est migrateur. C'est la donne. On ne sait pas ce qu'un corps peut. Absolument. Absolument, On ne sait pas ce qu'un corps peut. Absolument. Et alors donc, ça c'est la donne. Après, il pourra ou il ne pourra pas migrer. Ça dépend d'une infinité des conditions. Mais il est migrateur, donc il devra migrer. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est là où nous pensons que la déconstruction n'est jamais une déconstruction totale. Vous voyez? Il y a une donne qui rend possible certains possibles et ne rend pas possible une autre quantité possible. Vous voyez? Alors là, dans ce que les possibles des oiseaux migrateurs, c'est migrer, pas migrer, migrer à moitié, je ne sais rien, vous voyez, c'est-à-dire, mais ce n'est pas voyager en train, vous voyez, c'est-à-dire, les possibles des constructions ne sont pas sur un sol abstrait, un air, vous voyez, sont toujours des possibles à partir d'une donne. Même si la donne n'est pas l'être parce que la substance même est l'activité, les mouvements qui créent l'événement. C'est-à-dire que nous n'avons même pas une vision de la substance, qu'on appelle en philosophie la substance, comme quelque chose qui serait. Sinon la substance comme ce mouvement permanent, pas pour être. L'activité de l'être qui coïncide avec son essence. Exactement, comme il dit, pas Bastien mais Proclus. L'étant, c'est l'activité de l'être qui coïncide avec son essence, c'est-à-dire coïncider avec son essence. J'ai une activité qui coïncide avec mon essence. Oui. Mais sans cette activité-là, il y a quelque chose. Bon. Oui. C'est pourquoi on ne peut pas dire que coïncider avec son essence, c'est-à-dire autrement persévérance en conatus, etc., ne peut pas être jugé d'un point de vue capitaliste bénéfice ou pas bénéfice, puisque la joie est donnée par cette coïncider avec son essence. Non? Et c'est pourquoi on dit au homme fais ce que découvre qui tu es et fais ce que tu veux. Ne cherche pas à être utile, cherche à être toi. Et pour manger, il disait, pour manger tu verras bien. Pour manger tu verras bien. N'est-ce pas? Mais sois ce que tu es. Alors là, on peut continuer parce qu'effectivement, par rapport à cette question, nous, peut-être on peut là venir avec la question de Fanny, parce que ça correspond à la question de Fanny. Je vais pas... Ah bon, tu veux que je lise ta question ou tu... Lis la question de Fanny. Je veux bien te la lire, mais je ne m'en souviens pas exactement. Non, nous on se souvient de tout. C'est justement finaliste ma question. Si, absolument. Moi j'ai compris. Si. Non, je te réponds depuis tout à l'heure, mais bon, c'est intéressant parce que des gens peuvent se poser la question exactement comme tu te la poses, c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. Bon, j'en fais une lecture très littérale, hein, donc c'est du Fanny dans le texte. Voilà. Je ne parle pas de toutes les critiques que tu nous fais avant, hein, je parle juste de Miguel a rappelé la grande thèse du collectif qui est que la résistance-création, inscrite dans la longue durée, ne consiste pas à prendre le pouvoir, mais à inventer et à pratiquer des modes de vie alternatifs, ici et maintenant. Ce qui n'empêche pas que de temps en temps peuvent avoir lieu des affrontements. Mais ce n'est pas parce que ces modes de vie sont supérieurs, entre guillemets, entre parenthèses, au capitalisme et au régime despotique fasciste, que la lutte armée dans laquelle s'engage alors la résistance est légitime. Ma question est donc, comment décider que ces modes de vie sont meilleurs? Il y a sans doute dans notre collectif une sorte de présupposé sur ce qu'est la vie bonne, écologique, égalitaire, etc. Or, le problème est qu'il existe aujourd'hui des groupes qui se disent résistants, entre guillemets, et qui résistent en effet aux démocraties néolibérales, mais qui le font au nom d'une vie bonne, qui consiste à se plier au commandement d'un livre saint ou aux interprétations qu'en font certains, et qu'ils présentent comme la vérité. Non seulement ce n'est pas ma vision de la vie bonne, mais je la trouve pire que le capitalisme. Nous avons là un problème, n'est-ce pas? Alors, qu'appelle-t-on une vie bonne? D'accord. Alors, tiens, tu fais biblique. Et au fait, dans la question de Fanny, il y a l'idée de que si nous partons de la base historique, du fait historique que l'axe colonial occidental d'un sens de l'histoire, d'une humanité une, etc., donc du progrès,
est écoulé, bon, c'est-à-dire qu'elle est finie, alors on dit, bon, mais si dans chaque situation, on va décider, on va s'exprimer ce qui serait pour cette situation la vie bonne, qu'est-ce qui nous garantit qu'elle soit bonne, grosso modo? La question c'est ça, qu'est-ce qui nous garantit qu'elle soit bonne? Alors, effectivement, c'est-à-dire, c'est ce que j'avais commencé déjà à développer avant, c'est-à-dire, quand la vie bonne qui vient, cette expression vient des Indiens Chiapas, n'est-ce pas? C'est avec le sous-commandant Marcos, etc. Après, c'est développé un peu par les autres nations indiennes. Voilà. La vie bonne, c'est, il exprime par là tout ce que nous avons développé comme la position non coloniale de estar siendo par rapport al ser, par rapport al ser horizontal, estar siendo, c'est vie horizontale dans laquelle effectivement. Alors, la vie bonne, définie comme ça, vécue comme ça, expérimentée comme ça, n'est pas bonne par rapport à quelconque modèle extérieur, justement. Vous voyez, n'est pas bonne par rapport à. Elle est bonne parce qu'elle déploie la puissance d'agir dans cette situation-là, avec toute la conflictualité, parce qu'il n'y a pas une voie qui se dégage dans la vie bonne. Dans la vie bonne, il y a quelque chose dans lequel, c'est pour ça que quand j'ai parlé avec, j'ai appelé Raoul, on a discuté, je lui ai dit, bon, mais Raoul Siveci, comment tu comprends la question de l'intervention du macro, c'est-à-dire ce qui écrase la situation, dans la situation, non? Alors lui va me dire, il est d'accord avec nous, effectivement, il fait partie du collectif, mais ce n'est pas un dogme du collectif, non, mais il fallait discuter. Et il dit comme nous, il dit, ce qu'on considère macro, c'est-à-dire il y a la pollution, il y a une invasion, il y a une guerre, il y a une épidémie, vous voyez, c'est-à-dire il y a ça, qui fait éruption dans la situation. Eh bien, ce qui fait éruption dans la situation, notre hypothèse radicale est qu'il fait éruption dans la situation de l'intérieur de la situation, du dedans de la situation, comme un vecteur très fort qui tend à écraser, éclipser les autres vecteurs et qui se prétendrait un peu la résultante, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle est un peu en litige avec la résultante, parce qu'elle dit, la vérité de la situation c'est moi, vous voyez, parce que ça ressemblerait à une résultante à la fois, vous voyez, pourquoi ça ressemble à une résultante même, parce qu'un élément très fort qui arrive de l'extérieur touche tous les vecteurs, mais ne les touche pas à l'intériorité des vecteurs de la même façon que la résultante. Il va être en rivalité dans la situation comme un vecteur très fort, vous voyez, si on reprend le parallélogramme des forces, un vecteur très fort serait si parmi les trois qui poussent, il y en a un qui est très costaud et deux grands galets. Vous voyez, alors le costaud il va pousser de son côté. Alors on dit, bon, mais donc le costaud c'est la résultante. Et effectivement, il modifie beaucoup la résultante parce qu'il pousse très fort. Mais ce n'est pas la résultante, c'est un élément de plus. Alors ce qu'il va dire Raoul, pour compléter dans la rapport de la narration, ce qu'il va dire Raoul, et nous sommes tout à fait d'accord, c'est ce que j'ai évoqué un peu au départ, je faisais référence, le grand piège par rapport à un élément trop puissant, c'est de se mettre en symétrie par rapport à cet élément et dire maintenant c'est l'heure est grave, maintenant on oublie tout et on va contre ça. Avec quoi on est piégé? C'est pour ça que Siveci disait surtout il ne faut pas ne pas être ce que nous sommes. Vous comprenez? Il ne faut pas trahir son être, se laisser aliéner son être dans ce qui serait, pour le dire comme ça, l'agenda du colon, l'agenda du dominateur. Alors, bien sûr, là il apparaît la question de dire mais il y a des urgences. Eh bien, il y a des urgences, des points de vue décolonial, des points de vue de ce que Rodolfo Kusch appelle l'estar siendo. Eh bien, dans les populations indiennes, et c'est là où quand même il faut savoir que pour nous c'est très compliqué d'assumer une position comme ça, nous je veux dire citadins, citadines de Babylone, non? Mais ce qu'il va dire lui, et c'est pour ça que je répète toujours, l'expérience de Raoul, c'est une expérience depuis plus de 40 ans, de vivre d'une nation indienne à l'autre, etc. Et ce qu'il va dire lui c'est, eh bien, justement,
voir ce vecteur-là et dire nous devons nous ordonner tous par rapport à ces vecteurs-là, c'est rebelote être colonisé par l'idée problème-solution. Vous comprenez? Et c'est là où il rentre la temporalité cyclique, comme celle palliative, pour dire comme ça, vous voyez, comme celle consolation, n'est-ce pas? De dire, eh bien, c'est une époque obscure. Avec Angélique Delray, on avait écrit il y a 12 ans un bouquin qui s'appelait comme ça, de l'engagement dans une époque obscure. Et on parlait de la cyclicité tellement difficile à assumer en Occident, la cyclicité. Alors, ce que va dire Raoul, ce qu'il dit ses amis des différentes nations indiennes, c'est de dire, et oui, là il y a non pas un problème, il y a un élément très très fort qui est en train de nous détruire. Mais cet élément très très fort, comme on n'est pas la résultante, comme on n'est pas extérieur à la situation, cet élément très très fort, nous en faisons partie. Vous voyez? Que c'est là où nous, disons avec Bastien, nous sommes déjà hybridés avec la technique. Personne ne peut se sentir pur par rapport à la technique. N'est-ce pas? Alors la question c'est, quel que soit l'élément fort qui participe de la situation, comme la situation est définie par cette résultante qui est chez chacun de nous, ce que l'occidental va nommer problème, il le verra en extériorité. Pour l'Indien, comme elle découche, fait partie de lui. Donc la question c'est comment se manifeste à travers moi, à travers ma famille, dans mon village, mais dans des cercles concentriques d'intériorité. Vous comprenez? Jamais vu comme extérieur. Parce que quand il va dire comment se manifeste cet vecteur qui attaque la vie, comment se manifeste chez moi, dans ma famille, dans ma tribu, dans ma nation, c'est toujours une expression d'intériorité de la chose, jamais vue en extérieur. Et alors c'est là où il y a la temporalité dans laquelle on dit, là on est dans la merde, quoi. Là c'est un moment obscur. Là c'est un moment obscur. Ne rendons pas les moments obscurs infernal. Qu'est-ce que serait rendre un moment obscur infernal? Abandonner ce que nous sommes et nous plier à la symétrie de l'ennemi. Vous comprenez? Et dire, dorénavant, on va lutter. Vous savez, c'est ce qu'on disait la dernière fois, quand on disait que dans la frontière de Gaza, il y avait tous ces kibbutz des gauchistes pacifistes qui, avec des Palestiniens de l'autre côté, avaient une série de programmes et de projets en commun, et les mères palestiniennes, israéliennes, vous voyez, qui se réunissaient pour la paix, et qu'ils appellent un cessez-le-feu, je ne sais pas quoi. Tout ça reste écrasé parce que Hamas ou Netanyahou réussissent à écraser la multiplicité conflictuelle dans une dichotomie où tous les éléments perdent, et les partis perdent leur autonomie conflictuelle multiple. Et pour nous, effectivement, le conflit est la seule garantie de limiter l'affrontement. Limiter au moins l'affrontement. Vous voyez, c'est-à-dire que la conflictualité, je donnais l'exemple des... comment s'appelait ça en 14-18, la connivence avec, entre les deux... Ah oui, lorsqu'ils ont la fraternisation. La fraternisation, merci. La fraternisation entre les gauches et les Français, parce que tout à coup, les gauches et les Français se rendaient compte que c'était des ouvriers, ils appartenaient au même parti communiste, et vous voyez, et c'était durement puni ça, parce que justement, tout à coup, qu'est-ce qu'il fait un Allemand et un Français quand tout à coup ils se rendent compte qu'ils appartiennent au même parti communiste? Bah, tout à coup, il y a une conflictualité dans laquelle les généraux qui appartiennent aux couches patriciennes deviennent aussi son ennemi. Vous voyez, c'est pour ça qu'on n'est pas idéaliste à ce point-là. On ne pense pas que la conflictualité empêcherait tout affrontement. Mais la conflictualité est un mode de régulation de l'affrontement. Vous voyez? Le déploiement de la conflictualité est un mode de régulation et limitation de l'affrontement. Alors donc, de ce point de vue-là, effectivement, ce n'est que dans cet agir. Il y a une phrase de Rosa Luxemburg, il y a un petit bouquin très beau de Rosa Luxemburg qui
ce sont les lettres d'amour qu'elle envoyait. C'était une grande romantique, Rosa Luxembourg, ce sont de très belles lettres d'amour. Et moi, je l'ai eu avec l'excuse de l'offrir à ma fille, je l'ai lu comme ça. Et alors, elle va dire, parce qu'elle parle en espagnol, Rosa, elle dit « Quien no se mueve, no siente las cadenas ». Donc, en français, ça serait « Qui ne bouge pas, ne sent pas les chaînes ». Vous comprenez? Qui ne bouge pas, ne sent pas les chaînes. Ouais. C'est grosso modo la Rosa, et ça c'est dans une lettre d'amour. Hein. La Rosa, dans une phrase, elle a dit tout ce que nous disons depuis des heures et des heures, c'est-à-dire, elle dit c'est parce qu'on agit qu'on peut nommer chaîne. Sinon, il n'y a pas de chaîne. Ouais. Alors, par rapport à la question, effectivement, on dit la vie est bonne. En quoi la vie est bonne? Ben, la vie est bonne parce que le développement de la multiplicité avec des mécanismes de conflictualité, d'affrontement, effectivement, détermine qu'il y a une situation qui n'est pas écrasée par un vecteur unique, comme ça serait le capitalisme, le néolibéralisme, ou la tout technique, la délégation massive de nos fonctions vers la technologie. C'est-à-dire que la vie bonne n'est pas bonne autrement que parce que situationnellement se déploie. Alors, c'est là où il n'y a pas de promesse possible. C'est là où je dis que la question de la temporalité est fondamentale. Pourquoi? Pour deux éléments. D'abord parce que la temporalité qui nous permet de penser situationnellement, donc dans des éléments d'un nouveau paradigme, est une temporalité que nous devons prendre comme cyclique. N'est-ce pas? Ce n'est pas des retours éternels du même, ça peut être des cycles plutôt spiralaires, mais voilà, il y a les mauvais, il y a les bons, il n'y a pas des bons sans mauvais, n'est-ce pas? Il y a cette acceptation comme ça qui n'est pas du tout fataliste, n'est-ce pas? Parce que justement c'est l'agir qui permet de la nouveauté, etc. Mais quand même, voilà, il n'y a pas une ascension moderne vers la fin de l'histoire. Donc il y a une cyclicité. Une cyclicité, bon. Alors, dans cette cyclicité, il y a effectivement, inévitablement, pour accepter la cyclicité, il faut accepter une certaine expérience de déconstruction du sujet de la modernité, de l'homme de la modernité. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'homme de la modernité, l'objectif final, c'était la maîtrise du réel, la maîtrise de la nature, la maîtrise de son corps, n'est-ce pas? Et là, ipso facto, une certaine amitié avec la cyclicité implique une déconstruction de cet homme-là. La mort de l'homme, comme on le nommait d'une façon un peu, disons, exagérée, bon, en tous les cas comme ça, la mort de l'homme, effectivement, c'est cette structuration-là de l'humanité et du monde comme homme, sujet, monde, objet, ne va plus. Mais cette mort de l'homme, que moi je ne la nommerai pas tout à fait comme ça, parce que ça m'a un peu trop exagéré, cette déconstruction, c'est la seule voie qui nous permet d'assumer les limites qui impliquent la cyclicité comme quelque chose qui n'est pas des bornes injustes, mais comme ce que d'ailleurs on nous permet de penser la sobriété joyeuse, par exemple. N'est-ce pas? De dire, voilà, il y a une certaine sobriété. On peut, vous savez, j'ai appris vendredi dernier, peut-être que vous le saviez, mais vendredi dernier, j'ai appris qu'à Barcelone, dans la ville de Barcelone, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il y a une usine de désalinisation, mais que vous savez que ça ne produit pas beaucoup, ce type d'usine. Et des bateaux qui viennent de Marseille apportent à la ville de Barcelone l'eau. 2 ans. Vous imaginez? Alors, c'est impensable. Vous voyez, je suis sûr que la plupart des gens qui habitent à Barcelone ne sont pas au courant. Alors maintenant, ils pensent réduire le débit du robinet, vous voyez, c'est quand même sacrée merde, etc. Bon, d'accord. Alors, la question c'est, la cyclicité signifie quoi? L'homme de la modernité, c'est lui qui veut casser tous les cycles. C'est le néolibéralisme, c'est le transhumanisme, c'est déréguler. Eh bien,
pouvoir être dans une régulation exige qu'on puisse se déconstruire en tant que cet homme-là de la modernité. Être dans cette régulation de façon non subie, mais agie. Hein? Une sobriété joyeuse, c'est une sobriété agie. Comment on peut faire pour partager? Comment on peut faire maintenant? N'est-ce pas? Donc, habiter dans des limites. Bon, donc, d'abord, la cyclicité qui implique tout ça et qu'il faut encore est centrée sur l'effet qu'on ne peut pas déplacer l'anthropocentrisme en gardant la même figure, mais un peu plus de côté. Comme il l'avait tous ceux qui sont pour l'économie, la durabilité ça s'appelle ça, non? Les durables, ou l'écologie humaniste, n'est-ce pas? Non, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de déplacer la figure de l'homme, il s'agit de déconstruire cette figure-là. Bon, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, est l'effet, aussi regarde la temporalité, dans le sens de que c'est un tel changement de paradigme, pouvoir accepter cette cyclicité, pouvoir accepter effectivement le fait de dire, oui, là il y a un devenir qui nous détruit. Non, comme pendant longtemps avec Sivec, on a beaucoup discuté par rapport à cette position comme ça des nations indiennes, des Indiens. Si il y a un devenir, et alors, bien sûr, nous formatés plutôt à l'occidental, on dit bon, mais alors qui il faut attaquer, non? Quel est les divers à prendre, puisqu'il y a des processus de devenir de destruction. Et il dit, eh bien justement, c'est-à-dire cette cyclicité implique justement voir que ces vecteurs-là, en faisant partie de la situation dont je fais partie, donc qui me constitue, je suis un pli de la situation, vous voyez, je ne peux pas les voir en extériorité pour l'éliminer. Donc je dois voir quels sont les devenirs, c'est pourquoi Deleuze va dire il n'y a pas de liberté, il y a des devenirs de libération. Je vois de quel côté il faut accompagner des processus. Vous comprenez? Accompagner des processus. Alors là, on est sur le fil de rasoir entre la tentation occidentale, problème-solution, mais qui est devenu le vrai problème, et le fatalisme. Comprendre un non-agir comme dire, bon, on va crever. C'est là où, effectivement, avec Bastien, nous, on a gardé, même le prochain bouquin qui va apparaître là, ça s'appelle contre-offensive. On a gardé un mot qui est un mot un peu piquant pour les mondes décolonial, c'est un peu urticant, n'est-ce pas? Parce qu'ils disent contre-offensive, ça fait trop moderne, trop guerrier. Et nous disons, bien entendu, si. Il y a un niveau des guerriers assumé, sauf qu'il est tout à fait possible d'assumer un niveau des guerriers d'opposition, de résistance, qui ne soit pas dans le mode problème-solution. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est cette comme ça, fil de crête, non? C'est-à-dire c'est cet chemin compliqué, à une stabilité complexe, n'est-ce pas? Dans lequel on dit, bon, effectivement, alors donc Raoul me disait que l'autre jour, avec des gens de Chiapas, comme est-ce qu'il disait? Ah oui, et ils avaient fait un document en parlant, en prenant l'exemple, vous savez, ils prennent toujours des exemples très concrets. Maria, José, ils leur racontent la vie de quelqu'un, et disent voilà. Il parle d'une petite fille, non? Dans la réalité actuelle, il dit, pour cette fille-là, pour qu'elle soit libre, pas libre dans le sens de la liberté marxiste hegelienne, non, libre dans le sens de qu'elle puisse déployer un peu plus sa puissance d'agir, vivre plus longtemps, plus heureuse. Ils disent, il va falloir 7 générations. Ils disent, c'est ça? Et on dit, mais quelle horreur! Ce qu'ils sont en train de dire, c'est, dans les situations que sont les nôtres, n'est-ce pas? Eh bien, il va falloir les prendre en assumant la complexité de la situation. Assumer la complexité, quand avec Bastien on dit la complexité n'est pas une théorie, la complexité est l'énonciation d'une époque. C'est ce qu'Edgar Morin dit. La complexité est une rencontre, n'est pas une théorie, n'est pas une hypothèse, la complexité est une rencontre avec un monde complexe. Eh bien, soit je peux assumer la complexité, mais ça exige laisser derrière, déconstruire cette possession virile, occidentale, conquérante, n'est-ce pas? Et ne pas tomber dans les pièges
d'écraser toute une multiplicité. C'est pour ça que Civecchi disait, il ne faut surtout pas arrêter d'être ce que nous sommes, ne pas se déraciner, vous comprenez? Parce que si pour résister à une horreur, je ne suis plus moi, j'ai perdu au-delà de ce qui se passe. Vous voyez? Alors, bon, effectivement, cette question de la temporalité est une temporalité dans laquelle aussi on se rend compte qu'on peut comprendre une certaine permanence de la résistance non évaluable en termes capitalistes on a gagné, on a perdu. Alors on dit oui, mais il y a des acquis, absolument. Il y a des acquis, c'est-à-dire c'est face à la sécheresse et la difficulté d'irrigation, on peut inventer la culture en terrasse, si on peut développer la technologie que les Égyptiens et les Mayens ont développée, mais c'est parfait, on développe des technologies, etc. Sauf que cette technologie, ces savoirs ne sont pas ordonnés d'après une vision téléologique du progrès dans laquelle c'est agrégatif et à un moment donné j'arrive à la domination, vous comprenez? Parce que toujours, non, les colonialistes, toujours ils nous font la mauvaise blague de dire « Ah, mais vous êtes contre la technologie et vous voulez vous allumer à la bougie. » Vous voyez, c'est-à-dire que si nous respectons la cyclicité, si nous refusons la position problème de l'ingénieur, problème-solution, alors là, on est dans le fatalisme. Mais je demande bien quel peut être le fatalisme identifiable avec la société, avec la civilisation perse, à la civilisation égyptienne, maya, aztèque, vous voyez, qui ont développé des niveaux de technologie, des savoirs énormes, simplement que tous ces niveaux de technologie, de savoir et de technique, etc., les aqueducs, je ne sais rien, c'est-à-dire les horloges, tout ce qu'ils ont développé, n'est-ce pas? Ils n'ont pas développé dans la vision téléologique de qu'en accumulant la technologie, on va arriver à s'émanciper de la matière. Non. Vous voyez, c'est-à-dire que les sociétés de l'État ancienne, ça me semble fondamental, les sociétés de l'État ancienne sont tout sauf des sociétés fatalistes. Sont des sociétés qui, avec des niveaux de savoir et de techniques très différents, parce que ce sont des sociétés très différentes, celles qu'on appelle des États anciennes, eh bien, n'ont jamais ordonné ça comme une arme pour devenir maître et possesseur de la nature. Alors voilà, la question, toutes ces questions-là de Fanny, les questions d'Anna, etc., et il y a eu quelques questions de Sylvie qu'on a incorporées au développement, nous ont permis de déployer ces points-là, qui pour nous est un socle à partir duquel, effectivement, c'est de quoi on va revenir, parce qu'on est spiralaire. Dans tous les cas, on est spiralaire. Jérôme, il disait, il faut décoller, il faut accélérer un peu. Mais, je te vois que tu rigoles, Jérôme, mais là je te dénonce, mais au fait, il y a un côté spiralaire que c'est notre méthode. C'est notre méthode, n'est-ce pas? Et alors, effectivement, là peut-être on va développer beaucoup plus, on va pouvoir avancer dans le sens de cette résistance paradoxale, cette résistance création, non? Mais il est nécessaire absolument de comprendre dans quel cadre on parle d'une contre-offensive, d'une résistance, n'est-ce pas, d'une assomption des défis, qui n'est pas pareil que déterminer des problèmes. C'est pas pareil de déterminer des problèmes, parce que quand je détermine un problème, je le détermine toujours dans une pure extériorité, n'est-ce pas? Bon, il y avait d'autres points, mais je pense que c'est plus ou moins l'heure. Je ne sais pas si quelqu'un... Oui, Gunther. Moi, je comprends que si j'ai une image, un exemple, ton image, où il y a 3 personnes qui déplacent un meuble, il y en a un qui est très fort, mettant ton exemple avec les vecteurs, ça peut être 10 ou 15. Il y en a un qui écrase tous les autres. Et mon image, c'est que les autres, il faut que c'est coalisent entre eux pour contrer ce type qui domine tous les autres. Absolument. Et d'après toi, ce que tu as dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'algorithmisation du monde. C'est-à-dire... Deux choses. Dans l'exercice, c'est deux choses. Ce que tu dis, c'est d'une part, qu'est-ce qui se passe quand tu as un vecteur,
qui a une force tellement grande, tellement disproportionnée par rapport aux autres, qu'est-ce qui se passe? Alors tu dis, il faut que les autres vecteurs puissent se coaliser. D'accord. Alors, les premiers points, c'est quand même que c'est pas pareil de considérer que je peux m'opposer au vecteur en extériorité que de constater que les effets de ces vecteurs, je les sens dans moi, je les expérimente dans moi à travers la résultante. Tu vois? Parce que dans ces cas-là, les pièges, ça serait que les vecteurs très forts se transforment en le palais d'hiver. Que l'histoire est bien faite, il était vide. Il y avait juste les palais d'hiver, à la Révolution d'octobre, les palais d'hiver étaient gardés par une garde honorifique d'une toute petite compagnie de femmes qui n'étaient même pas armées. Et alors la fameuse prise du palais d'hiver, c'était la prise du vide. Tu vois, il aurait dû comprendre. Tu vois. Alors donc, effectivement, vouloir s'attaquer au vecteur, unifier les vecteurs contre le vecteur, relève d'une illusion. Pourquoi? Parce qu'à vrai dire, ces vecteurs-là, ils agissent sur la résultante. Et la résultante agit sous des modes différents dans nous. Alors on doit effectivement chercher une unité entre ceux qui sont affectés par ces vecteurs. Mais chacun, d'après le mode où il est affecté lui. Tu comprends? Chacun d'après les modes dont il est affecté lui. On parlait tout à l'heure avec les jeunes italiens, là on disait, attention, quand on veut tout à coup s'engager, quand on veut s'engager, il ne s'agit pas d'ouvrir la fenêtre et regarder à l'extérieur qui souffre. Il s'agit de trouver la domination dans toi. Alors c'est dans toi n'est pas individualisante. Hein? Dans toi, ça veut dire toi comme homme, comme femme, comme membre d'une famille, membre d'une tribu, tu comprends, c'est-à-dire membre d'un collectif, c'est-à-dire que c'est dans toi ne doit pas être individualisant. Donc d'abord, effectivement, absolument, on trouve les autres et on a intérêt à trouver les autres, mais les autres, on ne les trouve pas en extensivité, on les trouve en intériorité. C'est parce que moi, je peux approfondir la question de la domination dans moi, dans ma famille, dans mes proches. Tu sais, Spinoza il va dire, tu vois, qu'une singularité n'est pas forcément un individu. Ça peut être, et Leibniz pareil, tu vois, c'est-à-dire qu'un organisme peut être, une monade peut constituer d'autres monades avec d'autres monades en par-agencement. Donc, c'est pas individualisant, c'est regarder dedans. Mais c'est dedans, par la intériorisation intensive dedans, que je trouve les autres. Tu vois, si toi tu joues la clarinette et tu joues bibi chez toi. Et après tu joues à chaque fois plus. Et à un moment donné, par les besoins internes propres à la clarinette, tu vas trouver l'autre. Un autre qui est mort à 100 ans, qui a écrit une partoche, un autre qui a une école de musique, tu comprends? Tu vois, c'est-à-dire que tu trouves l'autre non pas par périmètre, tu le trouves en intériorité. Alors la résistance, effectivement, dépend de cette rencontre, de cette construction, parce que cette intériorité, c'est ça la construction. Mais là, je crois que tu étais embêté quand tu as fait ton discours devant le syndicat, qu'un ingénieur de droite, mais qui a compris les dangers de la colonisation et peut-être plus proche, s'allie plus facilement que ce qui vient de gauche et qui n'a rien compris. C'est-à-dire qui ne voit pas ce qui domine la situation. Si, non, moi je n'étais pas embêté. J'étais embêté parce que, en principe, si j'ai accepté d'aller parler avec les centrales syndicales de gauche à Buenos Aires, c'était plutôt en amitié pour voir qu'est-ce qu'on pouvait avoir en commun. Mais les communs n'est pas la donne. Alors donc, qu'est-ce qu'on pouvait produire en commun? Et alors, à ce moment-là, tu vois, moi j'ai dit, il faut déconstruire certaines images. Si on veut parler de la technologie comme un vecteur de colonisation, il faut déconstruire certaines images parce qu'effectivement, l'image de quelqu'un de gauche a raison, quelqu'un de droite n'a pas raison, quelqu'un d'apolitique n'a pas raison, tu vois. C'est une multiplicité plus complexe que ça, tu vois, c'est-à-dire peut-être quelqu'un apolitique, tu vois, qu'en principe, tu vois, s'en fout, donc il est plutôt de droite, parce qu'il s'en fout, est plutôt de droite, tu vois, je sais pas quoi. Mais en tant que scientifique, en tant que chercheur, il commence à comprendre vraiment dans sa pratique
le côté colonisant, unidimensionnalisant de la technologie utilisée quand on se laisse avaler. Alors je leur disais, ben écoutez camarades, il faut faire attention avec nos constructions et nos paradigmes, parce que peut-être quelqu'un avec une conscience de gauche très tranquille qui dort sur les deux oreilles et qui ne comprend rien à la colonisation algorithmique, se laisse absolument coloniser, tu vois, est plus loin de nous que quelqu'un qui en principe comme ça apparaît comme apolitique ou un peu droitier, je sais pas quoi, mais qui comprend et qui étudie la colonisation algorithmique. C'est pour ça que je dis les communs, ce n'est pas la donne. Tu vois, là la donne c'est tu es de droite, tu es de gauche. Le commun est toujours acte. Alors dans cet acte-là, on ne se trouve pas par étiquette. On ne se trouve pas par étiquette. Tu vois? Mais bon, je continue à penser qu'effectivement être de droite signifie défendre et jouir de l'injustice. Par contre, être de gauche, c'est la question quelle pratique va vers la justice. Ce n'est pas une identité. Tu vois, être de gauche, ce n'est jamais une identité. Être de gauche, c'est la question permanente sur qu'est-ce qui permet le déploiement de la joie, de la solidarité, du commun. Tu vois, personne est de gauche. Tu vois, c'est pour ça que, tu vois, il y avait quelque chose qui était très drôle. Fidel Castro, tu vois, que lui, il était le libérateur, comme ça, pas pour rien, Che Guevara il est parti, tu vois, parce que bon, voilà. Et il dit un révolutionnaire fait la révolution, dit Che Guevara. Ils disent oui, il est con. Non, un révolutionnaire fait la révolution, c'était une critique radicale à Fidel et à l'établissement cubain. Il dit non, ministre, non. Ministre, je suis un révolutionnaire. Alors, toi, si tu es Premier ministre, toi, tu es ministre de l'économie, vous êtes des ministres que peut-être vous êtes des ministres progressistes, qui êtes sensibles au peuple, mais vous n'êtes pas des révolutionnaires. Parce qu'il n'y a pas d'État révolutionnaire, pas plus que d'État amoureux. Et le Che Guevara dit un révolutionnaire fait la révolution, il s'en va au Congo, c'est va en Bolivie. Pourquoi? Parce que c'est acte, n'est-ce pas? Et alors, c'est là où, effectivement, là, l'histoire est devenue tragique, tu vois, par la désignation. C'est quelque chose qui me faisait beaucoup rire, je dis toujours, c'est-à-dire des jeunes qui étaient nés, je ne sais pas, tu vois, 30 ans plus tard de la Révolution, et parce qu'ils étaient nés à Cuba, ils te disent, nous les révolutionnaires. Je dis, ah bon, tu es en train de faire une révolution, fais attention, parce que si Castro le sait, il va se fâcher, tu vois. Voilà, c'est-à-dire les communs. Et alors pour moi, effectivement, être de gauche, c'est être de gauche, libertaire, pas dans le sens de Millet, non, le représentant, parce qu'il nous a volé le mot libertaire, il s'appelle libertaire, le mec d'extrême droite. Bon, s'il y a quelque chose de dire anarchie, libertaire, ou être d'une certaine radicalité de gauche, veut dire effectivement cette intranquillité qui ne permet pas que tu t'endors sur tes lauriers de ce que tu as fait. Tu vois? Sinon, qu'effectivement, c'est une sorte d'assomption de l'intranquillité. Assumer l'intranquillité. Avec Théo, on vient de publier il y a 2 semaines un petit bouquin en Italie qui s'appelle L'époque de l'intranquillité. Non? Je confirme que ça s'appelle comme ça. C'est ça qu'on a écrit, non? C'est ça. Bon, mais écoutez, notre prochain séminaire est le... On n'est pas aidé. Le 10 janvier. Tu es sûr? Je l'ai dit aussi la dernière fois, donc c'est pas sûr. Alors que c'était le 6 décembre. Non, alors je crois que c'est le 10 janvier. Attends une minute, parce que... Donc, les premiers gens séminaires, on vous dit tout de suite, je crois que c'est le... 10 janvier. C'est le... 10 janvier. Le 10 janvier, donc le prochain séminaire c'est le 10 janvier. Alors merci beaucoup de votre, à ceux qui sont là, merci beaucoup à ceux qui sont sur le Zoom, merci beaucoup à M. Edgar Morin. Antoine voulait intervenir, c'est ce que je vois sur... J'ai fini de dire merci beaucoup à tout le monde, après on laisse partir Antoine absolument, mais je finis avec mes merci beaucoup. Ouais, enfin, j'allais peut-être proposer à Antoine d'intervenir le 10 janvier, du coup, mais je ne vois pas Antoine en fait, il est parti, il s'est vexé. Non, juste, Antoine, si tu es là, manifeste-toi, c'est comme une table... Et voilà, boum, 3 coups. Mais je voulais surtout dire merci beaucoup à ceux et celles qui, en regardant les séminaires par YouTube, quand même ont la gentillesse de participer avec des questions. Et bon, mais voilà, donc sinon,
bonne fête de fin d'année. N'oubliez pas que les 24, on fête tous la naissance d'un juif en Galilée. Bonsoir.